La vie d'une plante débute par la germination d'une graine. Lorsque l'environnement présente les bonnes conditions, on observe que la graine absorbe l'eau du sol, augmente de volume et que la respiration cellulaire reprend. 2 ou 3 jours plus tard, la future racine apparaît et grandit entre les particules du sol. Les feuilles se développent également, donc la photosynthèse peut démarrer. Ainsi, la plante se développe. Les organes reproducteurs de la plante se mettront ensuite en place au niveau des fleurs. Sur cette fleur de cerisier, on observe que les pièces florales sont regroupées en couronnes qu'on appelle des verticilles. Tout d'abord, les pièces florales stériles, avec à l'extérieur les sépales, petits et verts, dont le rôle est de protéger la fleur quand le bouton floral est fermé. Ensuite, on trouve les pétales, qui sont blancs ici, mais qui sont souvent très colorés. Puis, plus au centre, protégées par les pièces stériles, se trouvent les parties fertiles, avec les étamines qui sont formées de filets surmontés d'anthères. On trouve dans les anthères les grains de pollen qui sont les gamètes mâles. Puis, au centre de la fleur, se trouve la partie femelle. Elle est formée du stigmate, du style et de l'ovaire. L'ovaire contient les carpelles dans lesquelles se forment les ovules, les gamètes femelles. Toutes les fleurs n'ont pas le même schéma de base. Il en existe une très grande variété. Mais dans la majorité des cas, l'autofécondation est impossible. Ceci signifie qu'un grain de pollen ne peut pas féconder un ovule de la même fleur. Cette pollinisation croisée permet d'augmenter le brassage génétique au sein d'une même espèce. Pour permettre cette pollinisation croisée, la vie fixée des plantes impose donc un transport des grains de pollen vers une autre fleur de la même espèce. Ce transport des grains de pollen s'appelle la pollinisation. Mais quels sont les mécanismes qui permettent cette pollinisation? Chez certaines espèces, la pollinisation se fait grâce au vent. On observe que dans ces cas-là, les grains de pollen sont petits, légers et produits en très grande quantité. Les fleurs de ces espèces sont également adaptées à ce mode de pollinisation. En effet, elles peuvent être groupées en chatons comme chez le noisetier, ou encore, elles peuvent avoir une forme qui leur permet d'être balancées par le vent. Mais dans 90% des cas, la pollinisation se fait grâce aux animaux. Dans ces cas-là, les grains sont plus gros, plus ou moins collants et présentent des ornementations qui leur permettent de s'accrocher facilement aux poils des insectes par exemple. Les fleurs qui produisent ces grains de pollen présentent également des structures attractives pour les animaux. Elles fabriquent du nectar dont les insectes sont friands et elles exhibent également des signaux visuels et olfactifs qui attirent les pollinisateurs. Parfois, les mécanismes observés chez les plantes sont très ingénieux. Regardez chez la sauge. La fleur présente des étamines qui s'abaissent sur le dos de l'insecte quand celui-ci arrive sur la fleur pour butiner. Ainsi, il transporte le pollen sur son dos et il pourra le déposer sur le stigmate d'une nouvelle fleur qu'il butinera plus tard. Ces relations étroites entre la fleur et son pollinisateur se sont construites tout au long de l'évolution. On dit qu'il y a coévolution. Étudions un autre exemple de coévolution. Cette orchidée est appelée étoile de Madagascar. Elle vit sur les arbres. Elle possède de grandes fleurs blanches en forme d'étoile et un éperon qui est un tube qui peut atteindre 30 cm de long et au fond de ce tube se trouve le nectar. Quand un papillon appelé sphinx entre en contact avec l'orchidée, il peut alors enfoncer sa trompe dans l'éperon et aspirer le nectar qui se trouve au fond. En même temps, l'insecte touche les pollinies qui sont des amas de pollen et ainsi, il se couvre la tête et l'abdomen de ce pollen. Plus tard, en allant butiner une nouvelle orchidée, il pourra déposer ce pollen et féconder la fleur. Or, pour aspirer le nectar au fond du long éperon, les papillons doivent présenter une très longue trompe. C'est ce qu'on observe ici. À travers cet exemple, on comprend que l'interaction entre l'orchidée et le sphinx est le produit d'une coévolution entre les deux partenaires. Les papillons qui ont la trompe la plus grande se nourrissent mieux, ils se reproduisent donc plus et transmettent leur allèle avantageux. Et les orchidées, qui portent un éperon de grande taille, sont celles auxquelles les insectes enlèvent le plus de pollinie, donc ce sont celles qui se reproduisent le plus et transmettent le plus ce caractère avantageux. Ainsi, au cours de l'évolution, les deux partenaires ont évolué ensemble, en augmentant la taille de leur éperon ou la taille de leur trompe. Il s'agit donc bien ici d'une coévolution. Mais que se passe-t-il une fois le pollen posé sur le stigmate?
Eh bien celui-ci va germer. Il va émettre un long tube pollinique. Ce tube pollinique va s'allonger et s'enfoncer dans le style pour rejoindre l'ovaire de la fleur. Deux gamètes mâles vont alors circuler dans ce tube pollinique et seront libérés au contact de l'ovule. Un des deux gamètes ira d'ailleurs le féconder. Puis, l'ovule fécondé se développera et deviendra une graine. Autour de cette graine, l'ovaire se transforme en fruit et les sépales, pétales et étamines fanent. Les fruits peuvent être très divers. Ce peut être des drupes comme les cerises, des baies comme les tomates, des gousses comme le petit pois, des capsules comme le fruit de la violette ou des akènes comme le pissenlit. Il existe donc une grande variété de fruits, comestibles ou non. Mais dans tous les cas, la graine contient l'embryon qui permettra de reformer une plante entière après germination. Mais la vie fixée réduit la possibilité de disposer de nouveaux territoires à coloniser. Alors comment les plantes réussissent-elles à pérenniser leur espèce en dispersant leurs graines? Cette dissémination des graines dans de nouveaux territoires peut se faire grâce au vent. Dans ce cas-là, les graines sont légères et fines et le transport est facilité par des dispositifs de portance comme ici les aigrettes du pissenlit. La dispersion peut également se faire par expulsion des graines, par exemple la violette. Regardez au ralenti, les graines sont pressées des deux côtés, puis elles sont expulsées au loin. On peut également observer ce phénomène chez le concombre sauvage. À la moindre secousse, la sève se projette à 10 mètres à la ronde en emportant les semences. C'est le cas aussi de l'impatience qui réagit au moindre contact. Une simple goutte d'eau qui tombe sur la capsule la fait exploser et catapulte les semences à quelques mètres vers un autre milieu pour une nouvelle génération. Et enfin, comme pour la pollinisation, la dispersion des graines peut également se faire grâce à des animaux. Certaines plantes, comme la bardane, fabriquent des fruits munis de crochets qui s'attachent au pelage des animaux. Ainsi, les fruits sont transportés au loin. C'est aussi l'exemple des fruits charnus. Les graines contenues dans ces fruits sont indigestes. Elles sont donc rejetées loin de la plante mère, dans les excréments ou les crachats des animaux qui les ont mangées. Vous voyez qu'ici, on a également affaire à une coévolution. Les fruits riches en matières nutritives ont été sélectionnés par les animaux qui disséminent davantage leurs graines. Ainsi, le caractère riche en nutriments a peu à peu été sélectionné.